Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre émission spéciale de la campagne électorale provinciale 2014. Pour l'occasion, nous rencontrons les 6 candidats qui se présentent dans la circonscription de Dubuque. Alors, sans plus tarder, nous allons procéder au tirage pour déterminer l'ordre de présentation. En première entrevue, nous recevrons du Parti libéral du Québec, M. Serge Simard, pour la première entrevue. Ensuite de ça, pour la deuxième entrevue, Pascal Tremblay, candidat indépendant. Troisième entrevue, nous avons Mme Ariane Belva pour Option nationale. La quatrième entrevue, Mme Marie-Lise Pinot-Chrétien pour Québec solidaire. Cinquième entrevue, M. Jean-Marie Claveau pour le Parti québécois. Et nous terminerons donc les rencontres avec le candidat, la candidate de Coalition Avenir Québec, Mme Claudie Aymon. Alors à tous et à toutes, on vous souhaite une belle émission. On rencontre le candidat libéral, M. Serge Simard. Bienvenue à notre plateau. Merci François. Également, ça me fait plaisir d'être ici. Écoutez, on va commencer avec la première question. Pourquoi vous voulez vous engager? Pourquoi vous engagez en politique? Bien, moi, je suis en politique d'abord depuis 2000 et en politique provinciale, j'ai fait un mandat déjà. Et moi, ma principale raison pour laquelle je suis en politique, je veux travailler avec les gens, je veux travailler pour les gens. Je veux que les dossiers qui préoccupent la population, je veux m'en occuper et bien servir ma région. Au lieu de regarder la télévision, là, puis d'être fâché, je m'implique et c'est la raison pour laquelle je suis en politique. Donc, qu'est-ce que vous voulez amener pour le prochain mandat à la circonscription de Dubuque? La circonscription de Dubuque, écoutez, c'est plein de projets. Moi, j'ai fait le tour de toutes les municipalités, là. Et vous comprendrez que je peux vous en glisser quelques mots. C'est sûr que ça ne sera pas complet, mais je vais quand même vous glisser quelques mots de ça. D'abord, la priorité dans Dubuque, c'est la création d'emplois. Actuellement, je fais le tour des parcs industriels, là, et puis les entrepreneurs font des mises à pied. Mais ce qui est dramatique, ce n'est pas des mises à pied dans les plus âgés, parce qu'ils ont plus de seniorité. C'est des jeunes qui partent. Une entreprise à qui on a parlé éclairait 70 de ses employés, là. Ça, c'est un drame. Puis c'est des jeunes qui travaillaient là. Ça, ces jeunes-là, c'est quoi? Si c'est trop long, c'est quoi ils vont faire? Ils vont partir, ils vont s'en aller à l'extérieur. Et après ça, quelques années après, quand les petits-enfants vont commencer à arriver, les parents vont suivre. Ça, je veux éviter ça parce que c'est l'effritement de notre région. Donc, priorité, emploi dans le comté de Dubuque. Bien sûr, il faut faire... on fait une tournée des entreprises et c'est là qu'on voit ça. Et moi, j'invite les gens à être à l'écoute de ça parce que l'emploi, c'est prioritaire. C'est pas moi qui le dis, c'est les Québécois dans tous les sondages. C'est quoi les priorités? C'est la santé, l'emploi et l'éducation. Et c'est exactement... Nos priorités sont moulées à ce que les Québécois veulent. À Rivière-Éternité, écoutez, à Rivière-Éternité, il faut collaborer avec le milieu, bien sûr, pour s'assurer de résoudre le problème de l'eau potable, parce qu'il y a un problème majeur à Rivière-Éternité là-dessus. Travailler de concert avec la population, avec les partenaires du milieu, pour un projet structurant pour la population, c'est-à-dire créer de l'emploi, encore une fois. Je parlais hier, parce que c'est hier que j'étais là, je parlais avec un commerce, et c'est dramatique, là. C'est dramatique. Les clients, il n'y en a presque plus. Et l'été, vous savez, il y a un parc à Rivière-Éternité. Il faut absolument que le parc travaille en collaboration pour créer une effervescence touristique dans le milieu de Rivière-Éternité. Il faut que le parc Saguenay devienne un partenaire des municipalités alentour de ce parc. Ensuite, à Petit-Saguenay, c'est travailler pour que la municipalité puisse avoir une route dans le rang Saint-Étienne, parce que vous savez, il y a un déluge à Rivière-Éternité, et puis le rang Saint-Étienne est très dévasté.
Et ça, c'est un drame parce que c'est quand même très achalandé. Que le village Vacances-Famille travaillait encore une fois avec le village Vacances-Famille pour être en mesure de changer le tracé d'accès au village Vacances-Famille. Et puis, la fameuse côte que ceux qui sont déjà allés connaissent, il faut essayer d'éviter ça pour la sécurité et s'assurer que l'achalandage soit supérieur parce que c'est un des principaux employeurs de Petit-Saguenay, c'est 30 emplois. Soutenir le développement touristique dans le secteur du quai. C'est fantastique pour ceux qui sont jamais allés sur le quai. C'est un point de vue exceptionnel sur le fjord. Il y a une petite île, peut-être construire une passerelle, travailler avec le milieu pour construire une passerelle pour que ce soit marée basse, marée haute, qu'on ait accès. Et peut-être un belvédère pour regarder, être en mesure de regarder le fjord au niveau du quai de Petit-Saguenay, un point de vue exceptionnel. À L'Anse-Saint-Jean, c'est supporter la municipalité dans la démarche visant à améliorer le système d'assainissement des eaux. C'est un problème, là. Appuyer la municipalité toujours pour l'installation d'une répétitrice pour avoir accès à Internet haute vitesse. Oui, on a accès au cellulaire, mais il y a un point dans le village où vous n'avez pas accès. Donc, il y a 60 familles qui ont ce problème-là. Pas accès à haute vitesse, il faut absolument régler ça. À Saint-Fulgence, maintenant, Saint-Fulgence, faire valoir auprès du prochain gouvernement libéral l'importance de raccorder des tronçons pour la route verte. Il y a encore 7 km à réaliser. Il faut travailler là-dessus ensemble. Supporter la ville dans la réalisation du stationnement à bordure du Saguenay. C'est un problème depuis plusieurs années, ça. Les gens stationnent le long de la route provinciale et c'est dangereux. Ouais. Donc, si on fait un stationnement, c'est très, très important. Il y a des projets pour Saint-Félix, des projets pour Saint-Ambroise, bien sûr à Saint-Félix. Je parlais avec le maire s'il y avait possibilité de faire une route de contournement pour ne pas passer les transports lourds et le trafic en général dans le village. Ça serait facilement, ça serait plus agréable. Donc, c'est l'objectif qu'on en aura ensemble. Supporter la municipalité, bien sûr, pour, encore une fois, régler le problème des algues vertes au lac Gotte. Et puis, à Falardeau, c'est travailler de concert avec les partenaires du milieu pour un projet de création de camping. Parce qu'on sait, un camping l'été, une période touristique, beaucoup d'achalandage dans un milieu où il y a un camping, et ça, c'est une nécessité pour Falardeau. La mise en place d'une résidence pour personnes âgées, il faut travailler ensemble avec la communauté pour regarder cette possibilité-là. Ensuite, un immeuble multisport et communautaire. On a fait ça avec Saint-Honoré, et puis c'est très achalandé. Falardeau ont les mêmes besoins, et c'est exactement ce que l'on va faire. À la Terrière, la construction, la réparation, l'agrandissement de l'école. Ça, c'est prioritaire parce que beaucoup de monde vont également, bien sûr, à la Terrière. À la baie, collaborer avec l'arrondissement pour faire le parc linéaire de la baie, le parc linéaire de la Rivière-à-Mars. Travailler pour ragrandir la bibliothèque, la rénover, parce que vous savez, c'est un dossier qui stagne depuis des années. Avec l'arrondissement toujours, pour une solution dans le dossier de l'église Port-Alfred. On va travailler ensemble là-dessus. La rénovation du club Bexy, ça fait des années que c'est à faire, donc il faut le faire. Et toujours, je vais vous dire, à Saint-Honoré, il faut supporter la commission scolaire dans les démarches visant, bien sûr, à regarder, parce qu'il y a beaucoup de construction à Saint-Honoré. Potentiellement, on aura à regrandir l'école, il faut travailler là-dessus. C'est très important, mais dans Saint-Honoré et Falardeau, il y a 2 projets majeurs qui vont créer énormément d'emplois. On parle, pendant l'opération, de 900 nouveaux emplois de haute technologie, des emplois très bien payés entre 80 000 et 150 000. On va mettre tous les efforts. Moi qui étais ministre des Mines avant, ces 2 mines-là, c'est très important, mais pour qu'ils fonctionnent, ça prend un climat favorable à l'investissement. Quand j'étais ministre des Mines, moi, tous les investisseurs qui me parlaient, écoutez, on veut de la stabilité politique, et actuellement, c'est pas ça qui se passe. Moi, j'ai le goût de travailler dans ça et créer ces 900 emplois. Puis pendant la construction, François, c'est 3 000 à 4 000 emplois. Donc, ça va être intéressant. On est le comté le plus chanceux d'avoir ces projets-là. Écoutez, M. Simard, notre temps est déjà écoulé. Pas déjà. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous souhaite une belle campagne. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. On reçoit le candidat indépendant, M. Pascal Tremblay. Ça va bien? Oui, merci. Très bien. Je vais d'abord vous demander pourquoi vous vous lancez dans la politique.
Bien, François, moi, je fais de la politique depuis 91, donc ça fait 23 ans déjà. Je me suis présenté aussi comme candidat indépendant en 2012. La raison est simple, c'est que je n'accepte pas le bilan des partis politiques actuels et je crois qu'il faut faire le ménage au Québec de nos finances publiques. Ça, c'est ma motivation. Je suis père de famille, j'ai des enfants à la maison. Je désire que mes enfants n'aient pas à être hypothéqués par toutes les décisions qui se sont prises par notre gouvernement dans les 40 dernières années. Donc, je suis là pour agir, je suis là pour faire les vraies choses et je vais être là également pour défendre les citoyens du comté de façon très libre. Actuellement, vous le savez, je travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat à la Commission scolaire des Rives du Saguenay. Je suis également coordonnateur local du concours québécois en entrepreneuriat. J'ai également fondé, lors des 2 dernières années, la section locale du Réseau Liberté Québec. Et bien sûr, j'ai été le dernier président du comté de Dubuque pour l'Action démocratique du Québec, ce qui fait en sorte que je me présente maintenant aux électeurs, encore une fois, pour une 2e fois en tant que candidat indépendant. Et qu'est-ce que vous voulez apporter à la circonscription de Dubuque? Dans Dubuque, il y a quelque chose de positif. C'est que l'entreprise privée est en train de créer de la richesse. On parle des 2 projets miniers Ariane Phosphate, à 200 km au nord, au lac Apol, qui veut produire du phosphore. On a aussi la mine Niobek à Saint-Honoré, où le projet a été accepté. Et là, il est en plein développement. Donc, on va avoir, en tant qu'équipe de comté, à développer les liens avec ces mines-là et faire en sorte de gérer la croissance de ce que ça va amener en création d'emplois, en demande pour les écoles, en gestion aussi de la formation pour les travailleurs, donc adapter nos centres de formation aux besoins de ces mines. Il va falloir aussi, dans le comté, bien sûr, supporter nos organismes communautaires. Ça, c'est très important. Il y a aussi la fameuse, on entend parler de la traque de chemin de fer de Port-Saguenay. Donc, il y a un chemin de fer qui dort là, qui a demandé des investissements de plusieurs millions. Il va falloir le justifier. Donc, ce sera à moi de travailler avec les autorités et Promotion Saguenay pour amener des entreprises près de ce chemin de fer-là pour qu'il soit justifié et viable et créateur de richesse, bien sûr. J'entends aussi beaucoup parler des commerçants qui ont de la difficulté ici à la baie, dans les autres municipalités du comté. Moi, j'amène une solution simple, mais efficace et peu coûteuse. C'est qu'il va falloir créer, et d'un, des sites web dans chacun des commerces, et de 2, il va falloir créer des boutiques virtuelles. Parce qu'on le sait ici, là, entre autres à la baie, la clientèle potentielle des commerces diminue. On a un problème de démographie, donc beaucoup moins de gens sur le marché du travail, beaucoup de gens qui sont quand même là, sur les sites Internet. Donc, les entreprises vont avoir à élargir leur clientèle et aller avec une nouvelle clientèle potentielle qui est le monde pour faire survivre leur commerce. Donc ça, c'est des choses qui sont très peu coûteuses en termes d'action que je vais pouvoir concrétiser. Il y a aussi le programme entrepreneuriat-études que j'aimerais instaurer à l'École secondaire des Grandes Marais. Donc, on connaît bien le programme Art, Sport, Études. Pourquoi pas créer de l'entrepreneuriat? Pourquoi pas former nos jeunes en entrepreneuriat dans un programme d'entrepreneuriat-études? Pour le 7 avril, pourquoi voter pour un candidat indépendant? Ah bien là, pour un candidat indépendant, c'est merveilleux parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup dans le cadre de mon porte-à-porte. Un candidat indépendant peut réellement défendre les intérêts des gens du comté. J'écoutais dernièrement 2 hommes en or où Mme Ouda Pépin du comté de Lapinière était questionnée sur cette question-là. Un indépendant, que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Bien, Mme Ouda Pépin a mentionné qu'au cours des 2 dernières semaines de son mandat comme députée indépendante, on se souviendra que Philippe Couillard l'a mis dehors pour ses idées sur la charte. Donc, Mme Pépin, qui était une députée du Parti libéral du Québec avant, pendant 20 ans, a mentionné qu'elle n'a jamais autant fait d'intervention au courant des 2 dernières semaines à l'Assemblée nationale et qu'elle a même déposé un projet de loi. Donc, c'est ce qui peut faire en sorte qu'un candidat indépendant, on connaît peu les règlements de l'Assemblée nationale, on connaît peu ce qui peut se faire. Mais moi, je vais aller là-bas comme chien de garde pour défendre les finances publiques du Québec, entre autres. Et croyez-moi que je serai très bruyant pour être entendu. Il ne faut pas oublier aussi que quand je parle de finances publiques du Québec, je parle de mes adversaires ici qui ont appuyé
dans les 5 dernières années, je parle entre autres de M. Claveau et de M. Simard, des gouvernements qui ont augmenté la dette publique du Québec de 41 milliards de dollars. Donc, ils ont augmenté la dette du Québec de 20 %, ce que je trouve vraiment irresponsable. Là-dessus, on se souviendra que moi, en tant que fonctionnaire, quelqu'un qui travaille pour la fonction publique, j'ai refusé ma hausse salariale en 2012 pour être solidaire auprès de tous les travailleurs là, du Québec, dans le sens que vous payez mon salaire, alors pourquoi on hausserait le salaire des fonctionnaires du Québec quand on n'arrive pas? Donc, moi, j'ai vraiment fait l'action, j'ai fait la démarche pour prouver aux gens qu'on pouvait faire des choses rapidement, concrètement, et ça, je suis aussi prêt à le faire dans le cas d'être député là, du comté de Dubuque. Aussi, il serait peut-être intéressant de revoir les lois au niveau de l'accréditation syndicale. Donc, le vote secret d'accréditation, c'est très important. Quelque chose aussi que je veux faire, c'est que je veux ramener les gens qui sont sans contrainte et qui sont sur l'assistance sociale au travail. Récupérer 100 000 personnes qui devront, bien sûr, recommencer à travailler. Et je laisserai quand même aux gens, là, sans contrainte, un 48 mois d'assistance sociale de prestation pour qu'ils puissent se réorganiser. Bien sûr, les gens avec contrainte, qu'est-ce que je ferais? J'augmenterais leurs prestations de 10 % parce que je pense qu'il y a des gens dans le réel besoin et qu'il faut s'en occuper. On parle des députés aussi, hein? Les indemnités de départ des députés. On a tous été scandalisés que nos députés recevaient des sommes faramineuses parce qu'ils quittaient l'Assemblée nationale en cours de mandat. Donc, il faut absolument abolir là, les indemnités de départ des députés. Je parlais de la hausse salariale chez les fonctionnaires. Je parlais du fait que je voulais être le chien de garde des finances publiques au Québec et représentant de Dubuque. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il faut défendre l'intérêt commun. Et c'est ce que je vais faire là, lorsque j'irai à l'Assemblée nationale pour travailler avec vous. Bien, merci beaucoup, M. Tremblay. On vous souhaite une belle campagne. Merci beaucoup. On rencontre la candidate d'Option nationale, Mme Ariane Belva. Bienvenue à l'émission. Merci. Écoute, on va commencer. J'aimerais savoir pourquoi tu t'impliques en politique. Oui, en fait, je m'implique en politique parce que pour moi, c'est la suite logique d'un long parcours de militante depuis l'adolescence. J'ai milité pendant la grève étudiante activement. Donc, me voilà maintenant candidate pour Option nationale. J'ai envie de faire la promotion de mes idées, de mes convictions. J'ai envie d'insister sur l'importance de réaliser l'indépendance du Québec. De plus aussi, j'insiste sur l'importance de l'implication des jeunes en politique. Je considère que c'est crucial. Ce qu'il faut rappeler, le taux de participation catastrophique des moins de 30 ans aux dernières élections. Je considère qu'il n'y a pas mieux placé qu'une jeune candidate pour rappeler l'importance de voter et pour inciter les jeunes à aller voter aux prochaines élections. Qu'est-ce que vous voulez proposer à la circonscription de Dubuque pour le prochain mandat? En fait, il y a plusieurs enjeux qui sont cruciaux, à mon sens, pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean et plus précisément pour la circonscription de Dubuque. Donc, premièrement, un gouvernement d'Option nationale proposerait la décentralisation du pouvoir vers les régions en remettant le développement aux mains des gens qui vivent dans ces régions et qui connaissent mieux que quiconque leur milieu de vie respectif. En fait, la répartition de la masse salariale de l'État dans toutes les régions du Québec, ça permettrait de dynamiser plusieurs secteurs économiques et ça favoriserait aussi le développement des communautés les plus éloignées, ce qui serait favorable à la circonscription de Dubuque, étant donné que c'est une circonscription qui est très vaste et qu'il y a des communautés qui sont plus éloignées. L'Option nationale aiderait aussi le développement des petites et des moyennes entreprises, ce qui pourrait être encore une fois favorable pour la baie notamment, où le développement d'entreprises touristiques autour du port permettrait un renouveau économique. Et de plus, une situation économique, encore une fois favorable, diminuerait l'exode des jeunes vers les grandes métropoles et ça les inciterait à rester ou à revenir étudier dans la région. J'en profite également pour rappeler qu'Option nationale prône la gratuité scolaire de la maternelle jusqu'au doctorat. En matière d'immigration, je considère que l'on doit encourager l'implantation des nouveaux arrivants ici. Il ne peut être qu'enrichissant d'échanger et d'accueillir ici des gens qui ont envie de mettre à profit leur bagage d'expertise et leurs connaissances au profit de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Donc, Option nationale prône le modèle d'intégration régionale comme celui que propose Porte ouverte sur le lac au lac Saint-Jean, et Corporation Intégration Saguenay, deux organismes qui favorisent l'intégration des personnes immigrantes par l'implication citoyenne, par la participation à des ateliers et à des activités socio-culturelles. Donc, Option nationale favoriserait également une reconnaissance des acquis plus souple et plus rapide, ce qui permettrait donc aux nouveaux arrivants d'intégrer le marché de l'emploi plus rapidement et par le fait même de mettre à profit leur potentiel vis-à-vis de la société québécoise et par le fait même vis-à-vis la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, voilà. Le 7 avril, pourquoi voter pour Option nationale? Parce que c'est un parti avec une plateforme extraordinaire, avec des gens qui sont intègres, des gens qui sont motivés, qui sont brillants, qui ont de la vision. C'est aussi une plateforme qui propose des projets d'envergure, d'une part, mais des projets qui sont réalisables. C'est aussi Option nationale est aussi important dans le paysage politique parce qu'il est le seul à rappeler et à insister l'importance de l'indépendance du Québec et c'est le seul parti qui s'engage à réaliser l'indépendance du Québec dans un premier mandat. Merci beaucoup, Mme Belva. Bonne campagne. Merci beaucoup. On rencontre la candidate de Québec solidaire, Mme Marie-Lise Chrétien-Pinot. Bienvenue à l'émission. Bonjour. Écoutez, j'aimerais savoir, pour débuter, pourquoi vous avez décidé de vous impliquer en politique? J'ai décidé de m'impliquer en politique parce qu'on m'a appelée. Ça, c'est la première partie de la réponse. En fait, on avait demandé à d'autres personnes de se présenter pour Québec solidaire. Comme Québec solidaire, c'est un parti qui vise vraiment une parité qu'on a atteinte justement lors des élections, hommes-femmes. Il voulait vraiment que ce soit une femme qui soit dans le comté. Donc, le comité de coordination ici dans le comté du Buc, qui est très dynamique. Finalement, on fait des téléphones. On essaie de trouver quelqu'un qui pourrait correspondre là, au profil. Donc, une personne peut-être du milieu, pas peut-être, mais oui, peut-être du milieu communautaire, qui était dynamique et qui, par ses actions au quotidien, travaillait vraiment dans son milieu. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? J'avais peur, puis c'était stressant. Puis en même temps, je me suis dit, je ne suis pas moins fine qu'une autre. Là. Je peux bien aller voir de quoi ça retourne, faire de la politique. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez proposer à la circonscription de Dubuc pour le prochain mandat? En fait, je vais rester humble, là, je ne suis pas une spécialiste, mais ce que je fais dans mon quotidien, c'est vraiment la revitalisation des milieux. Comme on connaît dans Dubuc, il y a beaucoup de petites municipalités qui sont en partie dévitalisées. Et donc, moi, mon mandat, c'est vraiment en tout cas dans Dubuc, ça serait vraiment de pouvoir revitaliser chacune des municipalités sur un plan de développement plus régional. Donc, c'est-à-dire, on le sait qu'il y a de la foresterie, on sait qu'il y a de l'agriculture, mais on sait aussi que c'est quand même deux domaines dans lesquels, déjà, il y a beaucoup moins de fierté régionale, puis il y a aussi une dégradation là, des emplois reliés à ces deux secteurs-là. Donc, dans un premier temps, je pense que ce serait le fun qu'on recommence à avoir de la fierté par rapport à ces deux domaines-là, qu'on s'y implique. Évidemment, je ne commencerai pas à vous raconter des histoires sur mettre de l'argent, investir. Ça, on le sait. Toutes les partis, de toute manière, le disent, qu'on soit de la CAQ, du Parti libéral ou bien du PQ. Tout le monde veut investir dans les PME, c'est clair. T'sais. Après ça, comment le faire? On peut tout le temps donner à la pièce, à un ou à l'autre, mais on peut aussi le faire d'une manière plus globale. Donc, voilà, j'aimerais que déjà l'agriculture de proximité, pas juste moi, là, évidemment, c'est le programme de Québec solidaire, mais j'aimerais ça pour Dubuc. L'agriculture de proximité retrouve ses lettres de noblesse, qu'on soit capable de cultiver la forêt. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de coopératives ici forestières qui sont dynamiques, mais qui n'ont pas nécessairement d'approvisionnement en bois. Donc, si on est capable de leur fournir des conditions économiques pour qu'ils puissent aller s'approvisionner puis bêter aux enchères pour pouvoir avoir accès à des lots qui sont intéressants pour aller chercher du bois, c'est une bonne chose. Et puis, justement, là, c'est bien beau les emplois,
Mais Québec solidaire, c'est aussi un parti qui a envie de faire du développement social. Donc, tout ce que les organismes communautaires, culturels, qui sont sous-financés dans le comté du Buc, pour nous, c'est une priorité aussi. On veut des sociétés qui sont vivantes, riches de tout leur monde. Donc, il faut aussi prendre soin là, des personnes qui vivent dans des... qui s'emploient dans des domaines qui sont peut-être moins lucratifs d'un point de vue monétaire, mais qui sont une grande richesse collective. Là. Ouais. Pour le 7 avril, pourquoi voter pour Québec solidaire? Bien, pour toutes ces réponses que je viens de vous donner. En fait, j'aime pas rentrer dans des histoires de débat, là, mais bon, en disant du mal des autres, mais je vais le faire un peu. Non, pas du mal, mais en fait, s'il reste un petit coin là, de vous qui a envie d'être indépendantiste, là, ou qui l'est, bien, c'est sûr que Québec solidaire, pour l'instant, ça reste quand même avec Option nationale, bien sûr, là, ça reste le parti qui propose l'indépendance dans un premier mandat. Par indépendance, l'idée de Québec solidaire, c'est pas d'aller nous pitcher une constitution qui vient du haut, là. Il y a des légistes qui vont nous écrire ça, puis là, voilà, merci, bonsoir, on est indépendant. C'est pas ça. L'Assemblée constituante que Québec solidaire propose, c'est que pendant la première année, à travers tout le Québec, c'est-à-dire des gens comme toi, moi, oui, ça se peut qu'il y ait des Pierre Péladeau aussi autour de la table, mais tous les représentants de la société du Québec vont s'asseoir ensemble. Il va y avoir des conseils régionaux où on va discuter de ce qu'on veut comme projet de pays. Et pendant qu'on va faire ça, bien, ça va nous donner envie d'avoir ce pays-là parce qu'on ne va pas avoir l'impression que c'est du n'importe quoi pitché par du monde qui vient d'en haut, puis on va pouvoir choisir le type de pays aussi qu'on veut. Donc, si pour vous, ça vous intéresse d'avoir un pays, puis aussi un pays qui est solidaire, donc c'est-à-dire qui est empreint de justice sociale, qui ne fait pas la promotion des inégalités, qui ne donne pas tout l'argent aux riches, puis qui laisse une grande partie de la population appauvrie, bien, ça peut probablement vous intéresser, Québec solidaire. Voilà. Merci beaucoup, Mme Chrétien-Pinault. Je vous souhaite une bonne campagne. Merci à toi. On rencontre le député sortant, candidat pour le Parti québécois, M. Jean-Marie Claveau. Bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Fortin. On va débuter. J'aimerais savoir pourquoi vous vous impliquez en politique. Alors, je m'implique en politique pour poursuivre le travail des gens engagés. Je suis une personne de terrain, une personne engagée qui veut travailler pour les citoyens, tous les citoyens du Dubuc. Alors, pour la grandeur du comté de Dubuc et de cheminer les dossiers qui me sont présentés pour le développement et le mieux-être des citoyens du comté. Qu'est-ce que vous proposez à la circonscription de Dubuc pour le prochain mandat? Pour le prochain mandat, il ne faut pas oublier qu'on a eu 18 mois de mandat et que j'ai parti au départ avec un bureau sans dossier par mon prédécesseur. Il avait fait le ménage avant de partir. Aujourd'hui, il veut représenter les citoyens, mais au départ, il n'avait laissé aucun de ses dossiers. Il y a beaucoup de réalisations qui ont été faites. Si je pense ici à la baie, Coop de l'Espérance de la baie, le terminus à la baie, le service budgétaire à la baie depuis 10 ans qui attendait un financement permanent, et je l'ai réalisé. Si on pense la piste cyclable dans le secteur de Grande-Baie, à partir du quai de Grande-Baie aller jusqu'au Barachois, alors on avait une difficulté avec les propriétaires du secteur à avoir des ententes et heureusement, on a eu des ententes avec les citoyens, des protocoles d'entente qui ne restent maintenant qu'à déposer le projet pour la réalisation du circuit des pistes cyclables et protéger les berges pour les résidents dans le secteur et sécuriser les piétons et les cyclistes. Alors ça, c'est des projets dans le secteur de la baie, mais il y en a eu partout dans le comté. Si on pense à Petit-Saguenay avec la coopérative alimentaire où 400 000 a été la participation gouvernementale pour la réalisation de ce dossier majeur des services de proximité. À Saint-David-de-Falardeau, c'est la même chose avec le centre d'éducation physique. Si je pense à La Terrière, où on avait un problème de pas réglé concernant l'école, en attendant l'annonce de l'agrandissement de l'école, l'installation de 2 classes mobiles à La Terrière pour une population étudiante qui veulent étudier chez eux. Alors, c'est réalisé, mais toujours dans 18 mois. Imaginez-vous dans un mandat de 4 ans. Et présentement, il y a des dossiers de présenter pour les secteurs de Saint-Honoré, Saint-David-de-Falardeau. Et ici, à la baie, le quadrilatère à Port-Alfred, première rue,
3e rue, avenue du Port, 3e avenue. Alors, revitaliser le secteur avec la venue de nouveaux fonctionnaires. Au gouvernement libéral, on propose une centralisation des directions régionales à Québec. Moi, je propose une déconcentration, une décentralisation. À la baie, il n'y a pas de fonctionnaires. On n'a seulement que le bureau du Centre local d'emploi. Alors, avec l'appui du caucus régional, lorsqu'il y aura une décentralisation, une déconcentration, c'est la baie qui est priorisée. Et moi, le secteur que j'identifie, c'est le secteur de Port-Alfred qui a besoin d'une revitalisation. C'est un engagement que j'ai fait lors de la campagne électorale. Si je regarde du côté économique, Niobec poursuit le support et l'accompagnement. Ariane Phosphate. Et c'est un dossier qu'on suit. La première ministre a nommé un responsable économique pour la réalisation du dossier. C'est des projets que je suis, que je supporte. Il y a eu des rencontres avec Mme Marois, Mme Zakaï, Mme Martine-Ouellette. Et c'est majeur, c'est capital pour le comté du Buc, c'est capital pour la région, c'est capital pour le Québec. On a modernisé la loi sur les mines en gouvernement minoritaire dans 18 mois. L'ancien député ministre qui se présente contre moi, mon adversaire politique, était ministre délégué et n'a jamais modernisé la loi sur les mines, n'a jamais réalisé cette modernisation alors qu'il était majoritaire. Alors, ils ont passé 28 bâillons à l'intérieur de 9 années de pouvoir. En plus, pendant cette même période, on a accumulé les déficits, 60 milliards de déficits sur 9 années, le tiers du déficit accumulé du Québec. Et M. Couillard qui a annoncé dernièrement qu'il endossait totalement les décisions du gouvernement Charest, ce qui veut dire qu'on revient avec le même pattern, la même façon de gérer, avec la corruption, la collusion qu'il y avait au gouvernement précédent. On a mis en place, là, on l'a fait reculer, nous autres. C'est l'intégrité qui avance. On nous a déposé un cadre financier de 15 milliards encore de déficit. On veut poursuivre dans la même direction. Nous, on a dit non, c'est assez. Nicolas Marceau, pour une première fois du côté économique, a pris le contrôle des dépenses et on les a respecté, le cadre financier. Les revenus, c'est un peu plus difficile. Il y a un contexte mondial. Il y a un recul. La conjoncture mondiale fait qu'il y a eu un recul dans l'exploitation des minières du côté économique et c'est ce qui a créé un ralentissement. Mais les dépenses, on a atteint. Mais cependant, avec M. Couillard, on va revenir avec la même façon de procéder, la même façon de faire et c'est extrêmement dangereux. Il faut que les gens se rappellent. On a essayé de faire peur, de faire de la diversion avec le référendum dès le départ. Même ici, là, j'ai visité des centres d'accueil où on a fait peur encore pour faire accroire à des gens qui perdraient leur pension s'il y avait un référendum. Hey, regardez, là, on revient dans le passé, là, ça n'a pas de sens. Là. Les gens, ils savent qu'il n'y aura pas de référendum. Il n'y aura pas de référendum tant et aussi longtemps que la population n'en voudra pas. C'est un engagement de la première ministre. D'ailleurs, Mme Marois a pris un engagement lors du dernier débat. Et si vous côtoyez tous et chacun, vous voyez que les gens n'en veulent pas de référendum. Mais il n'y en aura pas de référendum. Par contre, du côté de l'emploi, du côté de la prospérité, on est quand même le gouvernement qui veut créer de l'emploi. Du côté de l'éducation, Maison familiale rurale à L'Anse-Saint-Jean, on l'appuie, on va continuer de l'appuyer. C'est un projet majeur qui répond à un type de clientèle et c'est un succès qui ont plus, où les apprentissages, les modèles traditionnels ne répondent pas. Et présentement, ce modèle est un succès pour L'Anse-Saint-Jean et pour les jeunes qui participent à cette école, mais on va tout faire pour que le financement on atteigne notre objectif de financement pour consolider cette école dans le secteur de L'Anse-Saint-Jean. Ceci présente un peu l'ensemble de mes engagements. Qu'on regarde là aussi du côté économique, les petites entreprises artisanales de Petit-Saguenay, au niveau du bois, au niveau du champignon, au niveau du cerf, où ils ont parti avec 2-3 emplois, puis maintenant qu'ils sont en croissance, c'est majeur. Du côté forestier, l'appui qu'on a donné, Lignarex, à Ferland-Boileau, quand on regarde les huiles essentielles, c'est appuyé par mon gouvernement. Ils ont eu des subventions et ça poursuit le développement. Lignarex, qui est présentement, qui avait un besoin d'approvisionnement supplémentaire, et on poursuit, on les aide. Série-Girard, Valoribois, Valibois, c'est tous des dossiers qui sont suivis et que je vais continuer de suivre. Et rapidement, en terminant, pourquoi le 7 avril, voter pour le Parti québécois?
Alors, si on veut poursuivre le travail après 18 mois, le travail amorcé après 18 mois, poursuivre l'assainissement des finances publiques, le contrôle des dépenses et faire disparaître pour de bon la collusion, la corruption et, si on veut, la création d'emplois pour nos jeunes, nos familles, le contrôle sur les dépenses, alors c'est un gouvernement du Parti québécois majoritaire qu'on doit voter. Merci beaucoup, M. Claveau. Merci. Bonne campagne. On rencontre la candidate de Coalition Avenir Québec, Mme Claudie Aymon. Bienvenue à l'émission. Merci, bonjour à vous. J'aimerais savoir, pour débuter, pourquoi vous avez décidé de vous impliquer en politique? Pour débuter, je m'implique en politique depuis mon jeune âge. Depuis le secondaire, je me suis toujours intéressée à la politique. J'ai été militante, j'ai été d'ailleurs attachée politique à quelques reprises. Pourquoi aujourd'hui, en 2014, je me présente comme candidate? Parce que la Coalition Avenir Québec me donne la chance de faire connaître mes idées, parce que la Coalition Avenir Québec rejoint mes idées et surtout pour mes enfants, pour les enfants de mes amis et toutes les jeunes générations à suivre. Je crois qu'il est temps que le Québec reprenne son économie en main et c'est avec des gens comme moi qui ont une formation en administration, de l'expérience et de l'expertise auprès des entreprises, auprès de l'économie régionale également, qu'on doit confier l'avenir du Québec pour diminuer ou arrêter d'endetter les générations à venir. Qu'est-ce que vous voulez proposer à la circonscription de Dubuque pour le prochain mandat? Ce que je propose à la circonscription de Dubuque, c'est de deux choses. Premièrement, on va penser aux familles, donc cap sur les familles, avec des baisses de taxes, couper la taxe santé, couper les taxes scolaires. Ce qu'on veut, c'est de rendre le citoyen de Dubuque, comme partout au Québec, moins étranglé par la dette, par les taxes. Donc, on va aller de l'avant avec notre programme Cap sur les familles. Et la deuxième chose, avec le projet Saint-Laurent et la création d'emplois, je propose à la circonscription de Dubuque une personne qui est de la région, une personne qui a été agent de développement socio-économique ici à Saguenay et qui est prête à travailler avec les entreprises pour développer de l'emploi, mais développer de l'emploi permanent, l'emploi qui va rester. Je connais la réalité des gens d'ici, je connais des gens qui doivent encore quitter, nos jeunes qui doivent quitter parce qu'ils n'ont pas d'emploi dans la région. C'est un brise-cœur à chaque fois. C'est une région novatrice, créative. Les gens sont dynamiques, sont capables de créer. Les gens de la région, les gens de Dubuque ont besoin de quelqu'un pour les aider à aller vers l'avant. Le 7 avril, pourquoi voter pour Coalition Avenir Québec? Pourquoi voter pour la coalition? Pour les deux raisons que je viens de vous nommer. Pour l'innovation, pour le projet Saint-Laurent, pour le développement de l'emploi, pour la baisse des taxes aux jeunes familles et aux personnes âgées également, pour un cadre financier qui tient la route comparativement aux anciens partis. Aussi parce qu'il est temps que le Québec et que les gens de la région aient de l'avant avec leur économie. Et c'est pas si on peut utiliser cette expression, en continuant à jouer au ping-pong avec les anciens partis qu'on va aller vers l'avant et qu'on va voir améliorer les choses. Merci beaucoup, Mme Aymon. Je vous souhaite une belle campagne. Merci beaucoup à vous. Voilà qui termine notre rencontre avec les 6 candidats de la circonscription de Dubuque. On remercie les candidats d'avoir répondu positivement à notre invitation en espérant que ça ait pu aider à éclairer votre décision pour le 7 avril prochain. C'était François Fortin qui vous souhaite une bonne fin de journée.